Chunk 1. Leonardo DiCaprio a fréquenté des mannequins, fait la fête sur des yachts et remporté tous les prix à Hollywood. Mais il y a une femme qu'il ne pouvait pas supporter. Et ce n'était pas celle à laquelle vous penseriez. Elle était jeune, talentueuse et travaillait avec lui sur ce qui allait devenir un film emblématique. Il la trouvait trop sérieuse. Elle le trouvait enfantin. Le plateau s'est transformé en champ de bataille. Et quand ce fut fini, ils se sont fait la promesse silencieuse de ne plus jamais se croiser. Aujourd'hui, nous révélons ce qui s'est réellement passé entre eux. Leonardo DiCaprio a vu son nom naître dans un moment qui ressemblait au destin. En 1974, sa mère se tenait à l'intérieur de la galerie Oiti à Florence, en Italie, en regardant un tableau de Leonardo da Vinci quand elle a soudainement senti son bébé donner son premier coup de pied. Ce moment précis lui a fait décider de nommer son enfant Leonardo. Il est né le 11 novembre 1964 à Los Angeles. Son nom complet était Leonardo Wilhelm DiCaprio. Le deuxième prénom venait de son grand-père allemand, Wilhelm. Sa mère avait vécu sa propre naissance dramatique. Né en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale le 7 février 1943, alors que des bombes tombaient à l'extérieur de l'abri antiaérien. Ainsi, dès le début, le drame et l'intensité semblaient suivre cette famille. Mais les choses ne sont pas restées calmes longtemps. Un an seulement après la naissance de Leonardo, ses parents se sont séparés en 1975. Son père, George, était tombé amoureux d'une autre femme. Mais au lieu de se séparer complètement, ils ont trouvé quelque chose d'inhabituel. Ils ont emménagé dans 2 petites maisons qui partageaient un jardin. Une maison pour sa mère, une pour son père, sa nouvelle petite amie, et son fils, Adam. Leonardo se déplaçait entre les deux, et ce mélange de stabilité et de chaos l'a façonné. Le monde de son père était rempli d'art underground et de bandes dessinées. Il a même plaisanté une fois en disant que puisqu'il n'avait pas les moyens d'envoyer Leonardo à l'université, le gamin n'aurait qu'à devenir une star de cinéma à la place. Ses parents, bien que séparés, n'ont jamais cessé de soutenir son rêve. Certains étés, Leonardo allait en Allemagne pour séjourner chez ses grands-parents. Il recevait 10 marques et des glaces géantes en récompense. Lors d'un de ces étés, le 25 août 1984, il a participé à un concours de breakdance à Urkenvik. Chunk 2. Il s'appelait le Noodle, dans ses pieds nus, et est arrivé en 2e position. Il voulait tellement ce Walkman qu'il a presque pleuré. Il n'avait que 9 ans, mais dansait comme s'il était né sur scène. Cette défaite l'a tellement blessé qu'à 11 ans, il a sérieusement pensé à abandonner le métier d'acteur pour devenir breakdancer à plein temps. Il s'est produit dans les rues et a participé à des battles de danse locale. Sa grand-mère Helen, qui a vécu jusqu'en 2008, lui a donné sa façon directe et pointue de parler. Même après être devenu célèbre, il a continué à lui rendre visite. Mais le monde dans lequel Leonardo vivait chez lui était difficile. Son quartier d'enfance à East Hollywood avait un surnom, Scum Boulevard. Le crime était partout. Des prostituées se tenaient à son coin de rue. Des toxicomanes erraient sur les trottoirs. Cela ressemblait à une scène du film Taxi Driver. Lui et sa mère vivaient au 1875 Hillhurst Avenue, entouré de rues défoncées et de dangers. Sa mère travaillait dur comme secrétaire juridique, essayant de faire fonctionner les choses. Leonardo a vu tout cela et a décidé qu'il voulait partir. Les auditions sont devenues plus qu'un rêve. Elles étaient une question de survie. Le métier d'acteur était son moyen d'échapper à la pauvreté et d'aider sa mère. Il est d'abord allé dans une école qu'il adorait, Seeds Elementary, maintenant UCLA Lab School. Il l'appelait un endroit paisible, rempli d'enfants de différents horizons. Mais le lycée était une autre histoire. Il a été transféré à John Marshall High School et a été confronté au harcèlement. Son nom était étrange. Son énergie ne correspondait pas. C'est devenu si grave qu'après avoir terminé sa 3e année, il a abandonné ses études. Il a supplié sa mère de l'emmener à toutes les auditions.
Il a obtenu son GED plus tard, mais n'a jamais regardé en arrière. Il avait autrefois pensé à devenir biologiste marin, mais imiter les gens et jouer la comédie lui semblait être sa véritable vocation. Quitter l'école était un pari, mais il était prêt à le prendre. Chunk 3. La toute première fois qu'il s'est produit sur scène, il n'avait que 2 ans en 1976. Lors d'un festival, la musique a commencé à jouer et le petit Leonardo s'est lancé dans la danse. Il n'était pas censé jouer, mais la façon dont la foule a applaudi et acclamé a changé quelque chose en lui. Après cela, il n'a pas pu s'empêcher de faire des imitations et des voix devant tous ceux qui le regarderaient. Sa maison s'est transformée en scène. Sa mère a su alors qu'il avait quelque chose de spécial. Mais tout ne s'est pas déroulé sans heurts. En 1969, à l'âge de 5 ans, il a obtenu un emploi dans l'émission pour enfants Romper Room. Mais il ne pouvait pas rester assis. Il sautait partout, faisait des pirouettes et même frappait la caméra. L'équipe n'arrivait pas à le contrôler. Ils ne l'ont pas exactement viré, mais ils ont arrêté de le filmer. C'est devenu une blague dans sa famille, mais cela lui a aussi appris une grande leçon. Être drôle ne suffit pas. Il faut aussi de la discipline. À l'âge de 14 ans, en 1988, il faisait déjà des publicités et télévisées. Il a vendu des voitures Matchbox, Kraft Singles, Bubble Yum et Applejack. Chaque publicité lui a appris quelque chose. Il a appris à suivre les instructions, à réciter des lignes et à rester calme sous la pression. Il a commencé à gagner des milliers de dollars. Ses parents ont économisé l'argent, ne réalisant pas qu'il contribuait à construire la carrière d'un futur lauréat d'un Oscar. Pourtant, la route était chaotique. En 1989, Leonardo a obtenu un petit rôle dans la nouvelle série Lassie, mais cela est arrivé après 18 mois de rejet. Il a participé à près de 100 auditions et n'a pas été choisi. Un directeur de casting a même dit à son père de changer son nom en quelque chose de plus américain, Lenny Williams. Son père était furieux. Il a déchiré la fausse photo d'identité et a dit à Leonardo qu'il ne le permettrait jamais. Mais les rejets constants l'ont usé. Un jour, après une autre audition ratée, il a pleuré dans la voiture et a dit « Papa, je veux être acteur, mais si c'est comme ça, je ne sais pas si je peux le faire. » Son père lui a dit de continuer. Cet encouragement comptait plus que tout. Chunk 4. Même s'il s'était classé 2e au concours de danse allemand en 1954, certains rapports ont dit plus tard qu'il était arrivé en 3e position. La vérité est qu'il était dévasté de ne pas avoir gagné. En 1987, à l'âge de 11 ans, il a failli abandonner le métier d'acteur pour se consacrer à plein temps au breakdance. Il s'est produit pieds nus sur les trottoirs. Il avait une image de breakdancer, des coupes de cheveux sauvages, et les agents d'Hollywood ne savaient pas quoi se faire de lui, mais son père l'a toujours laissé être qui il était, même si cela ne correspondait pas au moule habituel. En 1990, quelque chose a changé. Il a décroché un rôle stable à la télévision dans Parenthood, où il jouait Gary Buckman. Il avait 16 ans et a finalement eu la chance de travailler avec de grands producteurs comme Ron Howard. Il a joué dans 12 épisodes et a même été nominé pour le prix du meilleur jeune acteur. C'était son premier vrai avant-goût de ce que cela faisait de se sentir appartenir à Hollywood. Puis, en 1991, il a rejoint Growing Pains dans le rôle de Luke Brower, un adolescent sans abri. Les producteurs l'ont ajouté pour augmenter les audiences, dans l'espoir de recréer l'énergie de cœur d'artichaut des saisons précédentes. Il est apparu dans 23 épisodes. Il était intelligent, confiant et a même obtenu une autre nomination aux Young Artist Awards. Mais vers la fin de la saison, ils l'ont fait disparaître pour qu'il puisse tourner This Boy's Life en 1993. Ce rôle allait tout changer. Mais avant ce film révélation, il y a eu un moment qu'il espérait que le monde oublierait. Son film Critters 3 de 1991 était une suite d'horreur sortie directement en vidéo. Il était à petit budget, rempli d'extraterrestres en caoutchouc, et a reçu une note de 23%. Il jouait Josh, le fils d'un propriétaire corrompu.
Le film a fait un flop. Il a même été tourné dans un seul immeuble d'appartements, et certaines scènes étaient si sombres qu'on ne pouvait presque rien voir. DiCaprio ne l'a jamais renié, mais il n'en a jamais beaucoup parlé non plus. L'un des premiers rôles sérieux de Leonardo a été dans le feuilleton Santa Barbara. En 1990, il a joué le jeune Mason Capwell dans des 16 scènes de flashback. Ce n'était que 5 épisodes, mais le rythme était intense. Il devait mémoriser des tonnes de lignes chaque jour. Ce genre de pression lui a donné la force de survivre plus tard sur les plateaux de tournage pour sa performance. Il a de nouveau été nominé à la 12e édition des Youth in Film Awards. Leonardo DiCaprio n'avait que 18 ans lorsqu'il a auditionné pour This Boy's Life en 1993. Chunk 5. Il n'essayait même pas d'obtenir le rôle principal au début. Il venait de terminer de jouer dans la série télévisée Growing Pains et s'est présenté pour un rôle plus petit. Mais au moment où il a commencé à lire, quelque chose a changé dans la pièce. Robert De Niro, qui avait déjà remporté 2 Oscars à l'époque, s'est tourné vers le producteur Art Linson et a dit « Ce gamin a quelque chose de spécial. » Léo ne faisait pas que jouer. Il improvisait, prenait des risques, faisait des choses qui n'étaient souvent pas dans le scénario. De Niro se portait rarement garant d'inconnu, mais il s'est assuré que Léo obtienne le rôle principal. C'était le premier grand rôle au cinéma de Léo et le début d'un lien avec De Niro, qui allait se poursuivre pendant 30 ans, de Marvin's Room en 1996 à Killers of the Flower Moon en 2023. La même année, dans Gilbert Grape, Léo, âgé de 19 ans, a battu Christian Bale pour le rôle d'Harry. Au lieu de se contenter de lire des lignes, Léo s'est rendu dans un foyer pour adolescents handicapés mentaux et a tout observé de près, comment ils bougeaient, comment il parlait, comment il réagissait. Il est resté dans son personnage même lorsque la caméra ne tournait pas. Beaucoup de gens pensaient que les cinéastes avaient engagé quelqu'un qui était réellement handicapé, mais c'était Léo. Il a obtenu sa première nomination aux Oscars à 19 ans pour le meilleur acteur dans un second rôle. Le tournage a commencé le 2 novembre 1992 et s'est terminé fin janvier 1993, principalement à Austin et Pflugerville, au Texas. Les critiques ont dit que son jeu d'acteur était brut et réel, plein d'innocence et de spontanéité. En 1995, Léo a poussé encore plus loin dans The Basketball Diaries. Il a joué Jim Carroll, un adolescent perdu dans la toxicomanie. Pour les scènes montrant le sevrage, Léo a étudié de vrais toxicomanes pour voir à quoi ressemblait la désintoxication. Puis, il l'a joué, tremblant, transpirant, écumant à la bouche. Dans un moment choquant, son personnage se vend dans des toilettes publiques pour 35 $. Le réalisateur Scott Calvert a filmé ces scènes pendant plusieurs jours difficiles. Léo n'a pas simulé la douleur. Il s'est agité sur le sol et a tout laissé sortir. Les critiques ont qualifié cette performance de l'une des plus brutalement honnêtes des années 1990. Plus tard cette année-là, dans Total Eclipse, Léo a pris un grand risque. Il n'avait que 20 ans et a joué le poète français Arthur Rimbaud dans un film qui n'a rapporté que 350 000 $ aux États-Unis. Il comprenait des scènes d'amour homosexuel et une nudité frontale complète, y compris une scène où Léo se tenait complètement nu à une fenêtre. Le film a obtenu une classification R pour son contenu sexuel fort et sa violence. Des magazines comme Playgirl ont ensuite payé des sommes énormes pour des photos du film. De nombreux cinémas ont refusé de le projeter. Même s'il suivait l'histoire réelle, le public américain n'était pas prêt à voir sa nouvelle star adolescente dans un rôle aussi cru et adulte. Chunk 6. Cela a failli mettre fin à sa carrière avant qu'elle n'ait vraiment commencé. De plus, en 1995, Sharon Stone a tout changé pour Léo. Il a auditionné pour Mort ou Vif, mais le studio ne voulait pas de lui. Ils ont dit à Sharon, « Si tu le veux, paye-le toi-même. » Alors, elle l'a fait. Elle lui a donné plus de 100 000 $ sur son propre salaire. Elle a également payé le salaire de Russell Crowe.
Léo était le seul acteur à avoir pleuré dans la scène où son personnage suppliait son père de l'aimer. Sharon croyait en lui et n'a pas hésité. Léo a dit plus tard « Je ne la remercierai jamais assez ». Ce film l'a aidé à entrer directement dans Titanic. Lorsque Titanic est sorti le 19 décembre 1997, tout a explosé. Le film a rapporté 2,2 milliards de dollars et a fait de Léo l'acteur le plus célèbre au monde. Mais le tournage a été brutal. Les réservoirs d'eau n'étaient qu'à 10 degrés. Kate Winslet a attrapé une pneumonie. Léo est resté dans l'eau chauffée autant qu'il le pouvait, essayant d'éviter les engelures. Puis quelque chose de fou s'est produit. Une nuit, quelqu'un a mélangé du PCP dans la chaudrée de palourde de l'équipe. Environ 80 personnes ont été envoyées à l'hôpital, souffrant d'hallucinations et de vomissements. Le réalisateur James Cameron a poussé les acteurs avec des journées de tournage de 20 heures. Les gens se sont effondrés. Léo n'a été payé que 2,5 millions de dollars, alors que le film a coûté 200 millions de dollars. Ce film a presque brisé tout le monde, mais il a fait de Léo une star mondiale. En 2006, pendant une pause du tournage de Blood Diamond, Léo a essayé d'affronter sa peur des requins. Il a participé à un voyage caritatif de plongée en cage au large des côtes du Cap. Mais quelque chose a mal tourné. Un grand requin blanc de 5 mètres a percuté la cage et s'est introduit à moitié à l'intérieur. Léo s'est aplati contre le sol pendant qu'il claquait des mâchoires à quelques centimètres de son visage. L'équipe a dit que c'était la première fois en 30 ans que quelque chose comme ça arrivait. Léo a dit que c'était absolument terrifiant et qu'il ne ferait plus jamais une chose pareille. En 1998, Léo a enchaîné Titanic avec L'homme au masque de fer. Chunk, 7. Il a rapporté 183 millions de dollars, mais a reçu des critiques mitigées. Léo a joué 2 frères jumeaux, un roi maléfique, un emprisonné. Mais en coulisses, les gens ont parlé de son comportement difficile. Il voulait des entraîneurs d'épée personnels, des coachs d'accent et des séances de sieste de maquillage de 4 heures en silence. Le studio a précipité le film pour surfer sur la vague de sa gloire Titanic. Cela s'est retourné contre eux. Les critiques ont dit qu'il avait l'air maladroit à côté d'acteurs plus âgés comme John Malkovich et Jeremy Irons. Plus tôt en 1997, Léo a refusé Boogie Nights. Le réalisateur Paul Thomas Anderson a écrit le rôle de Dirk Diggler pour lui après avoir vu The Basketball Diaries. Les agents de Léo l'ont poussé à choisir Titanic à la place. Il a raté un chèque de paie de 3 millions de dollars et 5% des bénéfices, ce qui aurait représenté plus de 50 millions. Il a dit à Anderson des années plus tard que le fait d'avoir sauté le film était sa plus grande erreur et un regret qui le hantait encore. En 2002, Gangs of New York a poussé Léo dans un nouveau territoire. Ils ont filmé à Rome pendant des mois avec des journées de 18 heures. Il a joué aux côtés de Daniel Day-Lewis, qui est resté dans son personnage tout le temps. Léo a essayé de dire bonjour une fois, mais D. Day-Lewis a juste grogné. Il a refusé les chaises Mendez modernes et a conservé le rôle de Bill le boucher même entre les prises. Cette tension a rendu leur rivalité à l'écran réel. Pour Aviator en 2004, Léo a joué Howard Hughes. Il a perdu du poids et a étudié les troubles obsessionnels compulsifs. Il a rencontré de vraies personnes atteintes de TOC et a travaillé avec des experts de l'UCLA. Pendant le tournage, ses propres TOC d'enfance, qui étaient légers, sont revenus. Il a joué des scènes où Hughes se frottait les mains. Et mince, jamais jusqu'à ce qu'elle saigne. Le film a coûté 110 millions de dollars et a obtenu 11 nominations aux Oscars. Léo a finalement obtenu sa première nomination pour le meilleur acteur. Dans Les Infiltrés, en 2006, Léo a fait face à l'improvisation de Jack Nicholson. Dans un moment choquant, Nicholson a sorti une vraie arme sans prévenir personne. Il l'a pointée directement sur le visage de Léo. La peur à l'écran était réelle. Chunk, 8. Léo n'avait aucune idée de ce qui allait arriver.
Nicholson a également sorti des accessoires et ajouté des répliques effrayantes sans prévenir. Cette imprévisibilité a poussé Leo plus profondément dans le rôle d'un flic infiltré qui perd le contrôle. Toujours en 2006, Blood Diamond l'a poussé à nouveau. Il s'est entraîné dur pour obtenir un accent sud-africain parfait et a étudié de vrais mercenaires. Le film explorait les enfants soldats en Sierra Leone. Leo a rencontré des orphelins et a vu ce que la guerre leur avait fait. Il a appris l'histoire d'enfants forcés de marcher pendant des jours et de tuer leur propre famille. Les groupes de défense des droits de l'homme ont déclaré que 10 000 enfants étaient impliqués. Leo a travaillé en étroite collaboration avec 24 vrais enfants qui sont apparus dans le film. Cela lui a valu une autre nomination aux Oscars et a rapporté 171 millions de dollars. En 2008, Leo a retrouvé Kate Winslet pour Les Noces rebelles. Ils ont joué un couple qui s'effondre dans les années 1950. Les combats semblaient si réels parce que Leo et Kate se disputaient aussi hors caméra. Il a étudié le comportement des hommes dans les années 1950, comment ils parlaient, comment ils fumaient, comment ils gardaient l'ultra et l'alcool à l'intérieur. Le poids émotionnel était lourd. Kate a dit plus tard que cela les avait épuisés tous les deux. En 2013, Leonardo DiCaprio a remporté un Golden Globe pour son rôle dans Gatsby le Magnifique. Les critiques ont dit que sa performance dans le rôle de Jay Gatsby pourrait être la meilleure de sa carrière. Le film, qui a coûté 105 millions de dollars, a rapporté 353 millions de dollars dans le monde entier, triplant ainsi son budget, même si les critiques étaient moins mitigées. Mais au lieu de simplement célébrer la victoire, les choses se sont gâtées. Les gens ont commencé à souligner que son style de vie réel ressemblait exactement à celui de Gatsby. Il organisait des fêtes de sauvages à Cannes, passait du temps sur des yachts et vivait comme un playboy milliardaire. Exactement ce pourquoi Gatsby était critiqué. Cela a fait les gros titres. Le même film qui était censé montrer les dangers du matérialisme est devenu le reflet de l'image de DiCaprio lui-même. Pourtant, les critiques ont salué son jeu d'acteur. L'un d'eux l'a qualifié de formidable et de difficile, montrant toutes les facettes de Gatsby. Dur, vulnérable, faux, drôle et tragique. La victoire a montré son éventail, mais la réaction négative a rendu difficile d'en profiter. Chunk 9. Un an plus tard, en 2014, DiCaprio a été nominé aux Oscars pour Le Loup de Wall Street. Une scène dont tout le monde se souvient est celle où il rampe sur le sol sous l'effet de Quaaludes, ce qui n'était même pas prévu dans le scénario. Il s'est basé sur une vidéo YouTube intitulée « L'homme le plus ivre du monde ». Le film a utilisé ce mot plus de 500 fois, établissant un record du monde. Il a rapporté 47 millions de dollars dans le monde et est devenu le plus grand succès de Scorsese. DiCaprio a été nominé 2 fois pour son jeu d'acteur et en tant que producteur, ses 4e et 5e nominations aux Oscars, mais il a de nouveau perdu, cette fois face à Matthew McConaughey dans Dallas Buyers Club. Les gens se sont disputés pour savoir si le film glorifiait la cupidité de Wall Street ou mettait en garde contre elle. Et en coulisses, les choses se sont assombries. Red Granite Pictures, qui a aidé à financer le film, a ensuite été lié à un scandale de blanchiment d'argent de 4,5 milliards de dollars. DiCaprio a dû rendre plusieurs cadeaux, dont un Picasso d'une valeur de 302 millions de dollars et une œuvre d'art de Basquiat d'une valeur de 9 millions de dollars. En 2015, DiCaprio a finalement remporté l'Oscar pour Le Revenant. Mais cela n'a pas été facile. Il a réellement dormi à l'intérieur d'un vrai cheval mort et mangé du foie de bison cru pour une scène. Les températures glaciales pendant le tournage étaient si brutales qu'il a risqué l'hypothermie. Le tournage a duré 156 jours dans la nature en utilisant uniquement la lumière naturelle. La scène de l'attaque de l'ours, qui semblait terriblement réelle, a été créée à l'aide de centaines de vraies vidéos d'attaque et d'images de synthèse. Au début, le scénario disait simplement que Hugh Glass se battait contre l'ours. Mais DiCaprio s'est rendu compte que ce n'était pas un combat.
C'était une question de survie. Il a dit que c'était comme être ballotté comme une pelote de laine par un chat géant. Après avoir perdu 5 fois auparavant, il a finalement remporté son premier Oscar à l'âge de 41 ans. En 2020, DiCaprio a de nouveau été nominé pour Il était une fois à Hollywood. Il a joué Rick Dalton, un acteur sur le déclin qui rêve d'obtenir un Oscar, tout comme DiCaprio à ses débuts. Le rôle a exigé un travail émotionnel profond. Il a même improvisé des scènes où il s'effondrait en pleurant. Les critiques ont dit que c'était peut-être son meilleur travail de tous les temps. Sa chimie avec Brad Pitt a créé des moments inoubliables, en particulier des scènes sur leur carrière en déclin. Bien qu'il ait perdu l'Oscar au profit de Joaquin Phoenix dans Joker, beaucoup pensaient qu'il le méritait. Le rôle a été considéré comme un hommage au vieil Hollywood. Leonardo DiCaprio s'était forgé une image forte. Chunk, 10. Il était considéré comme un acteur sérieux, un militant pour le climat et un homme ayant un but clair. Mais en coulisses, les choses n'étaient pas aussi propres qu'elles en avaient l'air. En 2013 et 2014, un riche financier malaisien nommé Joe Low a offert à Leonardo des cadeaux coûteux. L'un était une peinture de Pablo Picasso d'une valeur de 3,2 millions de dollars. L'autre était un collage de Jean-Michel Basquiat d'une valeur de 9 millions de dollars. Il y avait aussi la statue originale de l'Oscar de Marlon Brando. La valeur totale était de 12,2 millions de dollars. Tout cela provenait d'argent volé au fonds malaisien AMDB, où plus de 3 milliards de dollars se sont volatilisés. Ce qui a aggravé les choses, c'est que le film Le Loup de Wall Street, dans lequel Leonardo a joué, a été en partie payé avec 238 millions de dollars de cet argent volé. Cet argent est passé par une société appelée Red Granite Pictures. Leur bureau était juste au-dessus de la propre société de production de Leonardo, Happy Way Productions. En 2017, Leonardo a tout rendu au gouvernement américain. Le ministère de la Justice a qualifié cette affaire de la plus grande affaire de détournement de fonds de la planète. Mais les questions ne se sont pas arrêtées là. Alors que Leonardo parlait souvent de sauver la planète, ses propres actions ont soulevé des sourcils. En seulement 6 semaines en 2014, il a voyagé 6 fois en jet privé. Même si ces vols étaient considérés comme commerciaux, cela représentait quand même 44 tonnes d'émissions de carbone. Mais les jets privés créent 37 fois plus de pollution par personne. Il a également loué le 5e plus grand yacht du monde, appartenant à un magnat du pétrole des Émirats arabes unis. En 2016, il a parcouru 13 000 km aller-retour d'Europe à New York juste pour recevoir un prix environnemental. Certains experts ont calculé que son empreinte carbone annuelle réelle pourrait être d'environ 10 000 tonnes. C'est environ 500 fois plus que l'Américain moyen. Même s'il a participé à un programme de plantation d'arbres, les critiques ont dit que cela n'approchait pas de compenser ses émissions réelles. En 2016, Leonardo a sorti un documentaire sur le climat intitulé « Avant le déluge ». Il le montrait visitant 5 continents, survolant des champs pétrolifères en hélicoptère et voyageant dans des régions reculées comme l'Arctique. Il a rencontré le pape et des dirigeants gouvernementaux du monde entier. La production a permis de collecter plus d'1 million de dollars en taxes carbone pour aider à la reforestation. Mais les coûts complets n'ont jamais été divulgués publiquement. Les gens se sont demandé pourquoi tant d'argent avait été dépensé en voyage au lieu de financer directement l'énergie propre. Leonardo lui-même a admis dans le film que son empreinte carbone était probablement plus importante que celle de la plupart des gens. Pourtant, sa société, Happy Way, a continué de croître. Chunk, 11. Il l'a fondée en 2001 et, en 2020, elle avait signé un accord majeur avec Sony Pictures. La société a contribué à la production de films et de documentaires à gros budget, donnant à Leonardo plus de contrôle et des bénéfices plus élevés. Il a gagné 100 millions de dollars pour Inception grâce au partage des bénéfices. Netflix lui a versé 30 millions de dollars pour Don't Look Up et Apple a payé la même somme pour Killers of the Flower Moon. Happy Way a réalisé ces 2 films.
Même s'il gagnait 20 à 30 millions de dollars par rôle d'acteur, il gagnait souvent plus en tant que producteur. Mais son image de guerrier du climat a commencé à se fissurer. En janvier 2025, lorsque des incendies de forêt ont frappé Los Angeles, Leonardo s'est envolé pour le Mexique en jet privé avec sa petite amie, Victoria Ceretti. Il a fait don d'1 million de dollars pour aider à lutter contre les incendies, mais les critiques l'ont quand même interpellé pour le vol. En juillet 2025, il a été critiqué pour avoir contribué au financement d'un hôtel de luxe près de Tel Aviv, alors que le conflit à Gaza était en cours. La même année, en juin, il s'est rendu au mariage de Jeff Bezos. Bien qu'Amazon ait été critiqué pour ses problèmes environnementaux, il a été vu se cachant le visage avec une casquette pour éviter les caméras. Plus tard, lorsqu'il était en Espagne pour collecter du plastique pour un documentaire, des personnes sur les médias sociaux lui ont demandé s'il y était allé en jet privé également. Puis sont arrivées des histoires de son passé qui étaient encore plus troublantes. Dans une interview de 2002, le skateboarder Harold Hunter a affirmé qu'à la fin des années 1990, lui et Leonardo forçaient les femmes à avoir des relations sexuelles, même après que les femmes avaient dit non. C'était pendant ce que l'on a appelé l'ère POS de Leonardo, lorsqu'il était connu pour ses fêtes débridées avec d'autres jeunes stars, comme Tobey Maguire. Cette interview a été mise en ligne en 2019 et a attiré l'attention à nouveau en 2022. Hunter a parlé de ses actes avec désinvolture, ne montrant aucune conscience de leur gravité. À peu près à la même époque, Leonardo et Tobey Maguire ont bloqué la sortie d'un film qu'ils avaient réalisé intitulé Dawn's Plum. Il a été tourné en 1996 et 1997 et montrait Leonardo jouant un personnage troublant. Dans une scène, il a jeté une bouteille sur une femme et l'a traitée de salope. Le producteur du film les a poursuivis pour 10 millions de dollars, affirmant qu'ils utilisaient leur pouvoir pour faire taire le film. Le réalisateur Ang Newton a ensuite écrit une lettre ouverte accusant Leonardo d'intimidation et de censure. Le film a finalement été diffusé à l'étranger, mais il a été interdit de façon permanente aux États-Unis et au Canada. Une autre chose dont les gens ont parlé est l'historique des fréquentations de Leonardo. Des rapports ont montré qu'il n'avait jamais fréquenté publiquement quelqu'un de plus de 25 ans. Lorsque Camila Morrone a eu 25 ans en 2022, ils se sont séparés 2 mois plus tard. La même chose s'est produite avec Gisèle Bündchen en 2005, Bar Refaeli en 2010 et Kelly Rohrbach en 2015. Sa petite amie actuelle, Victoria Ceretti, a eu 26 ans en juin 2023. L'écart d'âge entre eux, il a maintenant 50 ans, a suscité encore plus de discussions. Junk, 12. Aux Oscars de 2022, la comédienne Amy Schumer a plaisanté en disant que DiCaprio essayait de laisser la planète en meilleur état pour ses jeunes petites amies. En 1996, lors du tournage de Roméo plus Juliette, il y a eu également des problèmes sur le plateau. Il avait 21 ans et Claire Danes n'en avait que 16. Elle a dit plus tard qu'il agissait de manière immature et faisait des farces tout le long. Tom. Il a dit qu'elle était coincée, ils ne s'entendaient pas bien et se parlaient à peine lorsqu'ils ne tournaient pas. Elle a admis plus tard qu'elle avait un faible pour lui, mais a également dit qu'il n'était pas facile de travailler avec lui. Ils n'ont plus jamais joué ensemble après cela. En 2025, Leonardo a eu 2 autres démêlés publics. Pendant la Fashion Week de Paris en mars, il a refusé de prendre des photos avec des fans et s'est montré distant, ce que beaucoup ont qualifié de moment de diva. Quelques mois plus tard, en août, il a été arrêté par la police lors d'une fête à Ibiza parce qu'il ne l'avait pas reconnu. Il a dû montrer sa carte d'identité pour entrer. Pendant ce temps, d'autres célébrités comme Kendall Jenner sont entrées directement et même le rappeur Travis Scott s'est vu refuser l'entrée. La petite amie de DiCaprio a été entendue dire « La police me fouillait à fond en ce moment ». Lorsqu'il a joué Ernest Burkhart
Dans Killers of the Flower Moon, il a dû porter de fausses tassas de fausses dents en décomposition et agir comme un homme qui empoisonnait lentement sa femme. Le film traitait des meurtres d'Osage qui ont eu lieu entre 1918 et 1931 lorsque plus de 60 Amérindiens ont été tués pour leurs droits pétroliers. Leonardo a dit que c'était l'un des personnages les plus sombres qu'il ait jamais joué. Le film a coûté environ 200 à 215 millions de dollars et a duré de 6 minutes. Il a rapporté 158 millions de dollars et a obtenu 10 nominations aux Oscars. Mais certaines personnes l'ont critiqué pour s'être davantage concentré sur les personnages blancs que sur les voix autochtones. L'histoire était également importante car il s'agissait de la première grande affaire du FBI. Dans un autre film sorti en 2025, One Battle After Another, Leonardo a surpris tout le monde en refusant d'utiliser la méthode d'acteur. Il a joué un révolutionnaire défoncé nommé Bob Ferguson, mais il a dit au réalisateur « Je ne peux pas le faire, je ne peux pas jouer quand on me demande de fumer devant la caméra ». Le film a coûté environ 130 à 140 millions de dollars et a rapporté 22,4 millions de dollars aux États-Unis à sa sortie. Il a été tourné avec des caméras VistaVision à l'ancienne et c'était la première fois qu'il travaillait avec le réalisateur Paul Thomas Anderson. Leonardo a dit qu'il admirait Anderson depuis qu'il avait regardé Boogie Nights il y a des années. Au total, ces films ont rapporté 6,15 milliards de dollars dans le monde, plus 71 millions de dollars supplémentaires grâce aux films et aux émissions produits par Appian Way. 11 de ces films ont rapporté plus de 20 millions de dollars lors de leur premier week-end. Il a remporté 3 Golden Globes et a inspiré des acteurs comme Timothée Chalamet. Ses projets suscitent souvent des débats et il gagne toujours environ 30 millions de dollars par film. En 2025, Appian Way a signé un nouvel accord de 3 ans avec Paramount Pictures, s'éloignant de Warner Brothers. Maintenant, à 50 ans, Leonardo dit qu'il ralentit. Chunk, 13. Il veut se concentrer sur des histoires qui comptent et qui dureront. Sa relation avec Victoria Serretti est sous pression. Elle a déclaré à Vogue France qu'elle n'aimait pas être vue uniquement comme la petite amie de DiCaprio. C'est la première fois que les gens disent qu'il craint d'être largué. Ils sont toujours vus ensemble à New York, mais des personnes proches d'eux disent qu'elle pourrait être prête à partir. Il ne s'est jamais marié et n'a apparemment jamais prévu de le faire. Pour l'avenir, la société de Leonardo travaille sur de nouveaux projets. Il retrouve Martin Scorsese pour The Devil in the White City et fait équipe avec Jennifer Lawrence pour What Happens at Night. Il a également un projet de science-fiction climatique intitulé Sandcastle Empire. Ses futurs films se concentreront davantage sur l'effondrement environnemental et la durabilité. Il dit qu'il ne court plus après les prix. Il veut juste faire des films qui lancent des conversations et durent des décennies.